Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de So Sweet Planet, nous allons parler d'une nouvelle collection de livres, la collection Voix de la Terre, éditée par Actes Sud et dirigée par la journaliste et écrivaine Sabah Rahmani, diplômée en anthropologie. Sabah Rahmani travaille sur les peuples racines depuis plus de 20 ans et elle a effectué de nombreux reportages auprès de communautés autochtones. Sabah Rahmani est aussi auteure du livre Paroles des peuples racines, paru chez Actes Sud en 2019. Enfin, elle a aussi plein d'autres activités. Bonjour Sabah Rahmani. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Dans le texte qui présente cette nouvelle collection, Voix de la Terre, on peut lire. Alors, je commence souvent en prenant la présentation officielle pour que tout le monde sache où on va. Voix de la Terre est une collection de récits, de savoir-être et de savoir-vivre qui voyagent dans les profondeurs d'une humanité aux mille et un visages, une humanité en relation avec tous les vivants, dans la multitude des mondes, visibles et invisibles, ici, au plus près, ou là-bas, à l'autre bout du globe. Une terre où des femmes et des hommes vivent en lien profond avec l'eau, la terre, l'air, le feu, le minéral, le végétal, l'animal, le céleste, les esprits, les ancêtres, en dialogue fertile avec l'ensemble des vivants, quelle que soit leur essence. Car ces hommes et ces femmes ne l'ont jamais oublié ou le redécouvrent avec émerveillement, nos vies dépendent d'innombrables entités. Il nous éclaire sur d'autres manières de vivre, ouvrant ainsi de nouveaux horizons de conscience. Les 2 premiers livres de cette collection viennent de paraître au mois d'avril. Le premier, Yanomami, l'esprit de la forêt, de l'anthropologue Bruce Albert et du chaman Davi Kopenawa. Les Yanomami vivent dans le nord du Brésil. Et le second livre, Kogi, le chemin des pierres qui parlent, de Éric Julien. Donc eux, les Kogi, vivent en Colombie. Mais dans ce livre, il s'agit d'une expérience qui s'est déroulée en France, dans la Drôme. Et ces 2 livres sont absolument passionnants. Je dois dire que j'avais un peu traité brièvement, pas brièvement, parce que j'ai eu Survival International aussi récemment en podcast. Donc, quand j'ai vu les 2 livres arriver d'un seul coup, je me suis dit, oh là là, passer au travers de tout ça, je vais peut-être arriver à saturation de mon intérêt sur les peuples autochtones. Et en fait, non, pas du tout. D'ailleurs, ça va tellement au-delà de simplement parler des peuples autochtones, tout ce qui se joue dans ces livres, et j'espère dans cette collection par la suite. Et c'est, je trouve, exactement ce dont nous avons besoin actuellement, parce que ça remet en question nos certitudes, et on en a bien besoin en ce moment, et nos explications de la vie et de son fonctionnement. Ça bouscule complètement notre vision du monde et notre place dans ce monde, nos liens aussi avec les autres vivants, humains et non humains. Et cela remet même en question nos idées bien arrêtées sur ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Leur compréhension du monde et de la façon dont il fonctionne sont radicalement différentes de celles des pays dits civilisés. Et la justesse de leurs analyses fait complètement vaciller nos convictions, enfin les miennes en tout cas, mais je pense que c'est destiné à faire vaciller les convictions aussi de tous les lectrices et lecteurs, et nous pousse à réaliser qu'il est grand temps de nous remettre en question. Alors comment est née l'idée de cette collection ? Cette collection est née d'une envie de Stéphane Durand, qui a créé Monde Sauvage, une autre collection chez Actes Sud, qui met en valeur les relations des animaux. Et donc Stéphane Durand, qui est biologiste de formation, auteur, écrivain et réalisateur, voulait avoir une collection sœur où ce serait non plus les animaux qu'on ferait parler, mais les êtres humains en relation avec les autres mondes vivants. Donc il m'a sollicité pour co-diriger cette collection avec lui, Voix de la Terre, parce qu'effectivement, il nous semblait intéressant de aussi montrer d'autres manières de voir le monde, d'autres manières de vivre avec
tous les vivants. Et moi, depuis 25 ans, à travers mes reportages anthropologiques auprès de communautés autochtones, j'ai pu constater que dans beaucoup de cultures, le vivant ne s'arrête pas à l'humanité, aux animaux, au végétal. C'est un monde qui va bien au-delà et avec lequel on peut communiquer et organiser sa culture, ses rituels, sa manière de vivre au quotidien, plus en harmonie en tout cas, avec tous ces autres vivants, puisqu'ils ne considèrent pas l'humain comme au-dessus de toute cette communauté des vivants, mais en interaction avec elle, que ce soit dans le monde visible ou invisible. En anthropologie, on appelle ça l'animisme. En fait, je vais faire un petit aparté par rapport à la prochaine. Enfin, je vais citer quelque chose que j'ai lu là. Pour moi, ça entrait tellement en résonance. Je me suis dit, je vais l'intégrer dans l'interview. Alors, il y a quelques jours, le site L'ADN a publié un article intitulé L'avenir pour les Français, vivre heureux chez soi tandis que l'immeuble brûle. Et en fait, c'est un article, c'est une interview et c'est sur les résultats du nouveau rapport annuel de l'Institut Ipsos sur le rapport des Français et Françaises à la politique. Et c'est très révélateur parce que les mots qui ressortent dans l'introduction sont pessimisme, confusion, repli et perte de repères idéologiques. Et Laure Coromine de l'ADN, la journaliste qui interviewe donc Thibaut Nguyen, le directeur tendance et prospective chez Ipsos, à la question « Qu'est-ce qui anime les gens au quotidien alors ?» Thibaut Nguyen répond « Ce qui structure la façon dont les Français réfléchissent, c'est l'élastique qui se tend entre l'idéal et le réel, le monde tel qu'on aimerait le voir advenir et la réalité de plus en plus difficile du quotidien en termes de pouvoir d'achat, de stress et d'angoisse et de préservation des emplois. Par exemple, 60% des Français disent être d'accord pour changer leur façon de se déplacer, mais 75% d'entre eux estiment que la voiture reste indispensable dans leur quotidien. C'est vraiment structurant car plus l'élastique se tend entre ces deux pôles, plus une tension forte apparaît. La bonne nouvelle, c'est que même s'ils ne le perçoivent pas, la vision qu'ont les Français d'un monde désirable converge. Il s'agit avant tout pour eux de durabilité et de promotion du lien social, priorité absolue pour 91% des Français. Et je cite aussi pour terminer, l'un des constats phares de l'étude est que les Français peinent à ressentir ce qui les lie entre eux. Et il me semble que le contenu de ces deux premiers livres de cette collection Voix de la Terre, qui peut sembler très éloigné ou même déconnecté de notre vie quotidienne ici en France métropolitaine, a en fait beaucoup de réponses à apporter à ces nouveaux enjeux, ces nouvelles difficultés que nous traversons. Qu'est-ce que tu en penses ? Complètement, parce que moi j'aime beaucoup l'expression peuple racine. Pourquoi ? Parce que c'est les anthropologues russes qui appellent ça comme ça les peuples autochtones. Parce que beaucoup de peuples autochtones ont un lien très fort avec les arbres et pas que symboliquement. Et quand on prend l'image des arbres, parce que certaines cultures pensent aussi que nous sommes très liés aux arbres, que nous sommes des frères ou des sœurs des arbres, il y a le côté enraciné. Et dans nos civilisations matérialistes, il y a quelque chose qui s'est déconnecté et je dirais même déraciné de cette réalité. Et là, l'enquête dont tu parles, c'est le décalage entre la réalité et l'aspiration. Donc, je pense qu'il est important de comprendre, c'est que les peuples autochtones, eux, dans leur rapport au vivant, ont un rapport très réel, très concret, très charnel, très physique, très corporel et aussi spirituel, parce que pour eux, ils ne séparent pas le corps, l'esprit, le cœur, l'âme. Tout est relié. Comme ils ne séparent pas le monde de vivant, nous, dans nos sociétés occidentale, on a eu tendance à tout segmenter parce qu'on a approfondi, on s'est spécialisé et c'est très bien grâce à la technologie qui nous a apporté beaucoup de choses, mais on en a oublié l'unité du vivant, on en a oublié l'unité des personnes, on en a oublié l'unité de la société. Et je pense que cette fragmentation
de la société et aussi se reflète dans la fragmentation des êtres parce que à force on s'éclate, on s'est dispersé et tout le travail aujourd'hui, c'est comment retrouver cette unité dans une forme de sobriété pour faire le lien entre tous. On manque de lien à la nature, on manque de lien les uns avec les autres, on manque de lien au vivant. Et je pense que c'est là où c'est intéressant, où les peuples autochtones, d'autres civilisations plus proches de la nature nous réinterrogent. Il ne s'agit pas de leur ressembler, il ne s'agit pas de les imiter, il ne s'agit pas non plus de les idéaliser, parce qu'il y a aussi des évolutions et des choses qui sont contestables dans chaque culture, hein, quelle qu'elle soit. Mais en même temps, ça a le mérite de nous titiller, de nous réinterroger sur nos propres racines, sur nos propres liens, sur nos propres connexions, et cette unité qu'on a perdue avec le vivant. Et alors, avant d'entrer plus avant dans les contenus de ces deux livres, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton parcours, toi, et de ce qui t'a amené à t'intéresser à ces peuples racines? Moi, c'est simple. Je suis née en France de parents immigrés marocains, arabo-berbères, et j'ai grandi de fait dans une double culture. La culture française, je suis une pur produit de l'école républicaine, que je respecte beaucoup, qui m'a apporté beaucoup de choses, mais j'ai aussi grandi dans une culture arabo-berbère d'inspiration soufie un peu animiste, où on m'a appris un autre rapport au corps, un autre rapport à la nature, beaucoup plus sensible, je dirais. Et je me suis rendu compte au cours de mon enfance, mon adolescence, des décalages quand on allait au Maroc, dans les montagnes berbères, sans eau, sans électricité chez mes grands-parents, et puis quand on vivait ici avec tout le confort. Et du coup, j'ai grandi avec cette double conscience aussi que le bonheur n'était pas forcément dans le matériel et que en France, il manquait aussi quelque chose de cette connexion qui apportait beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de simplicité. Et quand j'étais étudiante, j'ai choisi d'étudier, j'ai fait des études d'abord de biologie, ensuite d'anthropologie, pour justement, quelque part, me réinterroger sur ma propre identité, mes propres racines. Et je suis allée la première fois à 21 ans en Amérique du Sud, au Pérou, Bolivie, Équateur, pour travailler sur un mémoire de master, aujourd'hui on dit, et de la relation entre l'humain et la nature chez les Indiens Aymara, qui sont à la frontière de la Bolivie et du Pérou. Et là, j'étais étonnée parce que j'ai retrouvé des souvenirs d'enfance de mes vacances au Maroc, chez mes grands-parents, où je retrouvais ce que Pierre Rabhi, mon ami Pierre Rabhi, disait, cette sobriété heureuse. Et ça m'a vraiment rempli de bonheur et je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant de retrouver à l'autre bout de la planète des choses similaires, certes avec des cultures et des rituels, des croyances, des spiritualités différentes, mais avec cette connexion profondément humaine du lien au vivant et du lien social, de cette unité en fait dont je parlais tout à l'heure, parce que je trouvais qu'en France, ça s'effritait. Et du coup, j'ai choisi de faire des études d'anthropologie et de l'exprimer à travers des reportages journalistiques pour le rendre assez accessible à un plus grand public parce qu'il y a 25 ans, la question des peuples autochtones était réservée un peu au milieu universitaire, qui est passionnant, mais dont la répercussion sur la sensibilisation grand public était minime. Et donc moi, voilà, je me suis dit, j'ai envie de faire de l'anthropologie, mais pour le grand public. Et du coup, à travers des reportages et à travers aussi aujourd'hui cette nouvelle collection Voix de la Terre, c'est une manière de donner un écho à ces paroles, comme dans mon livre Paroles des peuples racines, que j'invite aussi parfois. Là, je sors d'une tournée de 5 semaines avec une cacique, une chef autochtone du peuple Cariri Choco du Brésil, où on a fait beaucoup de conférences, de rencontres, et on sent depuis plusieurs années cette écoute, cette volonté chez les citoyens français d'effectivement de se réinterroger sur leur rapport au vivant, sur leur quête de sens. Et qu'est-ce que ça veut dire toute cette consommation? Et qu'est-ce que ça veut dire cette destruction de la nature? Et qui on est? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on veut vivre? Est-ce que c'est juste métro, boulot, dodo, manger et puis mourir comme ça?
ou alors de donner plus de sens à nos vies, plus de joie, parce que les peuples autochtones, moi j'ai beaucoup cultivé cette joie avec eux, malgré toutes les difficultés qu'ils vivent et toutes les exactions et les discriminations dont ils sont victimes. Il y a quelque chose qui revient quand même presque systématiquement, c'est leur joie de vivre et cette énergie qui leur donne la force de continuer d'avancer. Alors, 2 titres ont donc ouvert le 13 avril cette nouvelle collection de récits anthropologiques. Enfin, j'ose même pas employer ce mot qui peut faire fuir déjà au premier abord, alors qu'en fait, c'est vraiment passionnant. Alors, 4 titres, j'ai vu, seront publiés chaque année. On y reviendra à la fin de l'interview. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ces 2 premiers livres et leurs auteurs? Alors, Yanomami, l'esprit de la forêt, donc c'est le récit à 2 voix de Bruce Albert l'anthropologue et de David Kopenawa qui est le chaman porte-parole du peuple Yanomami qui vit dans le nord-ouest du Brésil à la frontière avec le Venezuela. Ils travaillent ensemble depuis près de 40 ans maintenant, hein, et c'est un travail remarquable justement de montrer à travers les récits de David comment eux ils voient la nature, toute leur cosmologie, toute leur vision du monde, toute leur vision des êtres vivants, notamment la forêt, parce que c'est en Amazonie qu'ils vivent, comment cette forêt monde est le lieu à préserver et le lieu de l'expression culturelle et spirituelle et matérielle et tous les niveaux de ce peuple Yanomami. Ils sont aujourd'hui 25 000 personnes. Et Bruce Albert apporte l'éclairage anthropologique. Et donc, dans ce dialogue, il y a aussi toute une rencontre qui a été faite à la suite d'expositions avec la Fondation Cartier, où des artistes Yanomami autochtones ont pu dessiner, œuvrer sur dessiner justement quel rapport au vivant ils ont à travers leur mythologie, et des artistes aussi occidentaux comme Raymond Depardon, le photographe, ou la photographe brésilienne Claudia Angujar, qui sont allés sur place dans ces villages. Et il y a une rencontre et une exposition de ces 2 visions, 2 regards esthétiques sur leur rapport au monde, ce rapport, je dirais, sensible. Donc c'est vraiment un dialogue un dialogue sensible et très profond entre 2 regards esthétiques, des regards culturels d'ici et de là-bas, qui se rencontrent et qui donnent vraiment, qui ouvrent les consciences, qui ouvrent l'esprit et qui ouvrent le champ de réflexion, qui réinterroge quel est notre rapport au vivant, quelle est notre vision du monde. Et évidemment, on se rend compte qu'elle ne se limite pas juste à une vision culturelle, mais qu'elle est bien plus riche et bien au-delà de ce que la littérature ou l'art peut en représenter, qui n'est qu'une partie. Et donc le 2e livre, Kogi, le chemin des pierres qui parle, qui est un dialogue entre des chamans et des scientifiques, parce qu'en 2017, il y a 3 chamans, 3 autorités spirituelles Kogi, du peuple Kogi qui est en Colombie, qui sont venus dans la Drôme pour rencontrer différents scientifiques et faire ce qu'on appelle, sous l'initiative de l'auteur Éric Julien, un diagnostic croisé. Éric Julien est géographe de formation, et donc l'idée c'était vraiment d'aller en territoire du Diois, du Haut-Diois, pour que ce soit les scientifiques ou les chamans puissent établir un diagnostic du territoire, de santé territoriale, chacun avec leurs outils traditionnels. Donc il y avait des naturalistes, notamment je pense à Gilbert et Béatrice Cochet, et donc il y avait aussi des géobiologues, des anthropologues, pour que chacun puisse établir un diagnostic, et les chamans, eux, avec leurs outils de connaissances traditionnelles, je dirais leur extrasensorialité, qui ont accès à des connaissances tout aussi pertinentes, parce qu'au début, ils n'ont pas cheminé ensemble. Chacun a cheminé sur un territoire, et ensuite, ils ont mis en commun leurs diagnostics, leurs résultats, et ils se sont rendus compte qu'ils en venaient au même résultat, alors qu'ils n'utilisaient absolument pas les mêmes outils de connaissance. Et ça, c'était fabuleux. Ils ont aussi reproduit une cartographie sensible du territoire de la part des chamans Kogi, et une cartographie traditionnelle de type IGN de la part des scientifiques. Et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est comment les Kogi
sont en dialogue, en communication, en résonance avec les éléments de la nature, que ce soit l'eau, les arbres, les pierres. Hein. C'est vraiment passionnant parce qu'ils arrivent aux mêmes connaissances avec juste avec leur corps, leur intuition et leur sensibilité. Et ça, évidemment, ils ont une formation de plusieurs années en tant que chaman. Tous les Kogis ne peuvent pas avoir ce diagnostic-là, parce que eux sont des chamans, on va dire, c'est la science traditionnelle, la science empirique, la science millénaire des chamans qui a rencontré la science occidentale. Donc c'est vraiment ce dialogue et ce cheminement que raconte ce livre, qui est aussi tout aussi passionnant que le livre de Bruce Albert et David Kopenawa. Oui. Alors, et je voulais signaler que dans le livre de Bruce Albert et David Kopenawa, il y a aussi pas mal de dessins et de photos qui sont reproduites, un peu plus que dans Kogi, le chemin des pierres qui parlent. Il y en a aussi dans Kogi, le chemin des pierres qui parlent d'ailleurs. Hein. Alors, j'aimerais, si tu veux bien, te faire réagir sur quelques phrases que j'ai extraites de ces deux livres, des phrases que j'ai trouvées particulièrement révélatrices de ce que ces livres et la sagesse qu'ils véhiculent peuvent nous apporter. Et j'aimerais bien que tu nous dises ce qui, pour toi, en tant qu'anthropologue qui est au contact de ces peuples depuis plus de 20 ans, ce que ces phrases t'évoquent, t'inspirent, comment elles peuvent entrer en résonance avec notre réalité. Alors, je commence par le Kogi, le chemin des pierres qui parle. Donc, page 42. Avant d'être considéré comme Mama ou Saga, autorité traditionnelle de la communauté Kogi, dès leur naissance, Mama Shibulata, Mama Bernardo, donc Mama, c'est pas le Mama au sens, parce que pour nous Mama c'est une femme forcément, mais c'est pas du tout dans le sens habituel de l'appellation Mama. Là, ce sont les autorités traditionnelles donc de la communauté Kogi. Donc dès leur naissance, Mama Shibulata, Mama Bernardo et Saga Narcissa ont suivi une longue formation dans l'obscurité, parfois pendant 18 ans, condition pour développer leur sens et leur capacité à percevoir les voix de la Terre. Entendons-nous bien, la Terre ne parle pas à proprement parler, mais comme tous les organismes vivants, elle produirait un ensemble d'informations, alors sons, phénomènes vibratoires, magnétiques, intensité lumineuse, perceptibles par les mamas. Comme ils le disent souvent, lorsque nous parlons, ce n'est pas nous qui parlons, mais à travers nous, la Terre. Nous sommes les voix de la Terre. Titre de la collection, donc. Oui, c'est passionnant parce que ces voix-là sont aussi des résonances, c'est-à-dire qu'ils sont capables de communiquer et de percevoir. C'est des gens qui ont développé une extrasensorialité, comme beaucoup de chamans dans le monde, hein, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui globalement le chamanisme. Mais parce qu'ils ont été formés à percevoir ces signaux-là. C'est comme, moi, ce qui m'a toujours impressionnée quand je rencontrais ces autorités, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, c'est comment ils sont capables aussi de scanner les personnes. Tant nous, en Occident, on dispose de machines d'imagerie médicale extraordinaires où, voilà, on va voir avec les images infrarouges ce qu'un corps va dégager comme chaleur, comment ça va circuler dans le sang. Et ben eux, ils sont capables de percevoir ces signaux-là avec des choses très imperceptibles à celui qui n'est pas initié, parce que ça demande une initiation et une formation de plusieurs années, effectivement, qui est parfois difficile. Mais ils ont du coup accès à des capacités humaines, je dis bien humaines, que nous avons toutes et tous, mais qu'on n'a pas appris à développer. Alors, c'est vrai que certains ont plus de capacités que d'autres, on ne va pas se mentir, et certains ont plus de perception que d'autres, et c'est d'ailleurs dans les communautés, on les reconnaît assez rapidement par certains signes. Et donc, on va leur dire, ben voilà, ils vont être destinés, ces personnes-là, plus sensibles que d'autres, à être les autorités spirituelles ou chamaniques des communautés. Donc, cette perception extrasensorielle, c'est vraiment elle qui va donner
les outils de communication avec les voies de la Terre, parce que tout est vibration. Quand on fait de la physique, voilà, on sait un atome, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il y a le noyau et les électrons autour. Les électrons, ils bougent. Donc toute vie est vibration. Même les pierres vibrent, parce que tout est atome, tout est vibration. Donc dans l'animisme, donc toute vibration est vie. Et donc, qui dit vie, dit possibilité de communiquer. Pas forcément de parler avec la parole, mais de communiquer via d'autres canaux de communication qui peuvent être... Nous, on parle de 5 sens, mais il y a beaucoup de cultures qui disent que nous en avons beaucoup plus. Donc, c'est à travers ces autres sciences et ces capacités extrasensorielles qu'ils ont travaillé pendant des années. C'est pas par hasard qu'ils travaillent aussi dans le noir, parce que ça développe encore plus les capacités. On sait très bien qu'une personne non-voyante va développer les autres sens de manière beaucoup plus fine. Et donc là, ça fait appel à des choses que la médecine n'a pas encore complètement prouvées ou expliquées, mais en tout cas, c'est vraiment une science empirique de l'expérience et qui met tout le corps en éveil. Et justement, page 44, Éric Julien écrit « Les Mama-Kogi semblent accéder à un niveau de perception du monde extrasensible sans passer par des concepts mentaux qui faussent la réalité. » C'est la fin de la phrase que je trouve intéressante. Oui, parce qu'en fait, dans le mental humain, le mental fait des projections. On a parlé tout à l'heure, tu as parlé tout à l'heure de cette enquête d'Ipsos où il y avait une frustration dans cette enquête chez les Français entre leurs idéaux et la réalité. Donc les idéaux, c'est quoi? Les idéaux, ce sont des projections du mental. C'est le mental qui dit bah, j'aimerais ça, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Mais la réalité, elle ne correspond pas forcément à ce qu'on aimerait. Donc eux, grâce à la perception directe extrasensorielle, sans passer par le mental, ça ne veut pas dire qu'on ne raisonne pas, hein, mais ils reçoivent ces informations-là directement, sans filtre du mental, sans interprétation, sans obstacle de ses propres projections, de la psychologie qui est complexe. Donc, à partir du moment où ils arrivent à capter avec discernement et clairvoyance, et clairaudience aussi, ces informations-là, ils sont capables de les restituer. Et donc, du coup, d'être plus proche du réel. Et il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas l'obstacle du mental entre la réalité et ce qu'ils en perçoivent. Oui. Nous, on n'identifie même plus, en fait, qu'on a des concepts mentaux qui peuvent faire filtre. Ben oui, on va essayer d'analyser, de comprendre. C'est utile aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais par moment, c'est comme un scientifique, quand il fait une observation, le temps d'observation avec son microscope ou avec d'autres outils, il va pas mettre son mental dessus, il va relever les données. Et ben avec les chamans, c'est pareil, parce que c'est eux l'outil de perception. Ils vont relever les données à travers leur perception corporelle et sensible. Et alors, on trouve page 52 un exemple qui illustre bien, je trouve, D'ailleurs, j'aimerais bien le lire, c'est le passage le plus long que je vais lire, mais franchement, je trouve ça tellement éloquent. Un exemple qui illustre bien, je trouve, nos différentes analyses de ce que peuvent être les causes de phénomènes que nous constatons actuellement, par rapport, par exemple, au réchauffement climatique. Et j'aimerais bien partager ce passage avec nos auditrices et auditeurs, mais avant, pour situer le contexte, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'une des premières étapes surprenantes lorsque les Kogi repèrent et identifient ce qu'ils appellent des arbres égoïstes? Quand ils commencent à partir ensemble, là, les scientifiques et les Kogi, dans le Vercors pour analyser ce territoire. Ils repèrent ces arbres égoïstes. Oui, c'est intéressant et Éric Julien l'explique très bien. C'est que, en fait, au 19e siècle, pour lutter contre l'érosion, ils ont planté des arbres d'Autriche, des pins d'Autriche dans la Drôme, donc une espèce plutôt
invasives. Du coup, les guides qui étaient là, et certains n'étaient jamais venus sur ce territoire, ont repéré, grâce à leurs outils sensoriels, à leur observation, que ces arbres n'étaient pas des arbres endémiques, n'étaient pas des arbres qui poussaient normalement sur ce territoire. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont appelé les arbres égoïstes parce qu'ils trouvaient qu'ils ne favorisaient pas la croissance des autres arbres, de la biodiversité, et qui pompaient un peu toute l'eau, tous les nutriments, et ne laissaient pas la place à la diversité des autres plantes et des autres arbres. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé les arbres égoïstes, parce qu'ils ne partageaient pas, parce que c'était une espèce un peu invasive. Du coup, je trouve que nous les appelle espèces invasives, eux ils ont appelé les arbres égoïstes, c'est très révélateur. Et assez juste, effectivement, c'était impressionnant, Oui. parce qu'ils ont réussi à reconnaître l'introduction d'une espèce exogène à un territoire qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et ça, c'est fabuleux, hein. C'est quand même balèze. C'est là où on voit, en fait, dès le début, quoi, on s'aperçoit que toutes ces connaissances que nous, on a longtemps mis sous le nom de croyances ou de superstitions, ou d'aspects un peu illuminés qui nous semblent complètement à côté de la plaque, pour reprendre de façon simpliste la façon dont on a traité leur rapport au vivant. Et en fait, ce qui est là, dès le début, dès qu'ils commencent à cheminer ensemble, très vite, les scientifiques sont obligés d'admettre que alors qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas de tablette, ils n'ont aucune connexion qui leur permette d'avoir un accès à l'histoire de ce territoire, et ils commencent à produire tout un tas de connaissances que nous, ce qu'on appelle produire des connaissances, ça passe par tout un tas d'études et d'analyses et d'écriture et de confrontation avec ce qui a été écrit avant, et là, les diagnostics sortent de leur bouche d'une façon... Et alors, moi, ce que je trouve vraiment incroyable et passionnant et amusant, même si au fond, c'est quand même assez triste et ça nous renvoie une réalité assez violente par rapport à là où on en est, mais ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est la façon dont Éric Julien rapporte, sans filtre, je crois, ce qu'ils disent, la façon dont ils disent. Donc, il y a souvent des questions, il pose souvent des questions. Et là, donc, cette fameuse page-là que je trouve vraiment passionnante et révélatrice de l'ensemble du livre, donc page 52, c'est donc Mama Chibulata. Donc après leur diagnostic, où Gilbert Cochet leur dit oui, mais bon, c'est pas très grave, les pins, enfin ça va repousser, les pins vont disparaître et la nature celle qui était là avant, tout va rentrer dans l'ordre. Et Mama Chibulata répond, nous ne voyons pas cela de la même façon. C'est vrai, les pins noirs vont mourir, mais il faut savoir comment et quand ils vont mourir. Ce ne sont pas seulement les pins qui ne sont pas à leur place, c'est avant tout l'énergie négative des humains qui a permis cela. Cette pensée est négative car elle n'est pas juste. Et si elle n'est pas régulée, nous risquons aussi d'être affectés. Vous détruisez tout, vous détournez les rivières, construisez des barrages, mettez du béton partout. Jamais vous ne reconnaissez ni ne respectez les choses créées par les pères et les mères fondateurs, les lois de C. Donc ils appellent ça les lois de C, les lois qui régissent tout ça. Quand on met des pins étrangers, comme vous l'avez fait ici, les animaux se perdent, ils ne savent plus où aller, ils n'ont plus de nourriture, tout change et s'abîme. Les animaux, que mangent-ils? Où vont-ils? Que deviennent les oiseaux? C'est important, les oiseaux. Ce que nous disent la mer et les lois des origines, c'est que les arbres négatifs, les animaux négatifs, les poissons négatifs, le vent négatif, les pensées négatives et toutes ces choses qui ne respectent pas la vie, tout cela va disparaître. C'est comme cela que la mer va se nettoyer, donc la mer Terre va se nettoyer, se soigner avant de se reconstruire et de remettre de l'ordre. Chez vous, il y a des sites particuliers où le feu va prendre. Cela va durer 10 ans sans interruption, sans eau, sans pluie. Cela va être très long. Dans notre montagne, Mamaldueva, le feu va aussi tout emporter, mais ce sera plus court. Cela va durer 4 années.
car la montagne est plus petite. La mer, donc la mer Terre, va produire ces phénomènes pour éliminer le négatif trop important. Les montagnes vont prendre feu. Après, il y aura de la pluie, beaucoup de pluie, des tempêtes, des glissements de terrain. C'est comme cela que ces pins qui n'ont rien à faire ici vont s'en aller, comme vont être détruits vos tunnels, vos industries, vos énormes infrastructures, vos usines. C'est ce que nous dit le père Kakshibaka. Il va remettre les choses en ordre et nettoyer l'énergie négative. C'est quand même c'est fascinant Oui. cette approche d'une réalité dont on voit Oui. ces phénomènes, puisque la terre brûle déjà, les forêts brûlent, les glissements de terrain on les a, les inondations on Ce y qu'il faut est. savoir aussi, c'est que l'ONU a reconnu que les peuples autochtones, qui sont aujourd'hui dans le monde à peu près 400 millions, sur leurs territoires ancestraux, c'est 80% de la biodiversité de la planète qui est préservée. Donc voilà, ils sont peut-être moins nombreux, mais ils ont un rapport à la nature Voilà. qui est beaucoup plus respectueux, qui est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus équilibré que le nôtre. Hein. C'est 80% de la biodiversité mondiale, c'est énorme. Et oui. Pourquoi? Parce qu'il y a cette attitude dont on parlait tout à l'heure de communication avec la nature, mais il y a aussi cette attitude de respect des équilibres et d'échange et de gratitude. Une fois, il y avait un chef indien du Canada d'aîné, un ami, qui me disait, mais combien de fois combien de fois les peuples, les gens disent merci, et puis ils montrent un ordinateur, un téléphone, mais ils disent mais tout ça vient de la nature, mais combien de fois on dit merci? Et moi, dans toutes les communautés autochtones où je suis allée, il y a cette reconnaissance envers la nature, et ils prélèvent, ils disent pas on n'exploite pas, la nature n'est pas vue comme un objet qu'on va juste Oui. utiliser et jeter. Il y a toujours une demande de permission et au moins aussi une gratitude. On va rendre par des offrandes, par un chant, par un dialogue, par un merci. Mais en tout cas, une intention, quelle que soit la culture, une intention et une attitude de remerciement et d'équilibre. Donc, ce que je prends à la nature, ce qu'elle m'offre, eh ben, dois lui rendre d'une certaine manière dans cette attitude d'équilibre. Et je pense que quand Mama Shibulata parle de cette négativité, de cette destruction, c'est justement la rupture avec cet équilibre et ce respect du vivant. Donc c'est comme si les arbres, ils les appellent aussi les arbres quelque part, c'est des arbres colons. On a implanté des arbres qui n'avaient rien à faire là, et en fait, à un moment donné, ce n'était pas à sa place. On a perturbé l'équilibre de ce lieu, et à un moment donné, les choses vont se rééquilibrer. Quand il y a un déséquilibre, il y a forcément un début de perturbation, que ce soit météorologique ou géologique. Enfin, à un moment donné, voilà, même nous, quand on est en déséquilibre, on a un risque de chuter. Et qu'est-ce que c'est que la santé? La santé, c'est la recherche de l'équilibre. Donc la santé territoriale, pareil, c'est retrouver un équilibre qui a été perdu. Et c'est justement très bien illustré dans le passage suivant que j'avais sélectionné, page 65, où là aussi c'est surprenant. Et c'est ça qui est étonnant tout le long du livre, c'est qu'à la fois on se dit il y a des choses tellement surprenantes, et puis il y a des choses, et puis en même temps, c'est de l'ordre de l'évidence quand même. Il y a plein de choses qui sont... là, ils amènent ça avec une telle simplicité et un tel bon sens. Et alors là, ce passage où Éric Julien dit, comme l'expliquent les Kogis, ce qu'ils appellent les lieux sacrés sont connectés entre eux à travers un réseau organisé et extrêmement hiérarchisé. Un réseau qui existerait et fonctionnerait sur l'ensemble de la planète à l'identique des réseaux sanguins, nerveux ou respiratoires dans un corps humain. D'après eux, certains lieux, un peu comme des points d'acupuncture, du fait de leurs histoires géologiques climatiques, auraient des fonctions auxquelles seraient associées des missions spécifiques. Ces missions pourraient être identifiées en tout point du globe terrestre. On ne peut manquer de se demander à quoi les Kogis font référence lorsqu'ils parlent de la Terre comme d'un réseau. Leur explication, partagée et recueillie ce soir-là autour du feu par Anna Maria Lozano, est simple. La vie sur Terre est possible grâce à un réseau qui intercommunique tout. C'est comme un énorme système connecté. Si par exemple on coupe une veine, tout votre corps est affecté. Si on abîme un nerf, vous souffrez.
Ces réseaux sont organisés autour de lacs, montagnes, pierres, massifs que nous appelons des sites sacrés, qui sont comme des points de contact. C'est à travers ces lieux que, d'après nous, il est possible de soutenir l'équilibre et la bonne santé de la planète, la mère Terre. Ces réseaux sont constitués par les liens qui existent entre ces lieux. Quand vous coupez ces fils, il y a un déséquilibre qui se met en place, une déconnexion qui ne permet plus à l'énergie de circuler et qui génère des dysfonctionnements, des tensions, voire des maladies. C'est une circulation d'énergie expansive. De la même manière qu'il y a une circulation dans le corps humain, il y a une circulation d'énergie sur le territoire de la Sierra Nevada qui est en interconnexion avec d'autres parties du monde, comme la Patagonie ou l'Australie par exemple. C'est exactement comme le système circulatoire sanguin ou nerveux d'un corps humain. Oui, oui, en anthropologie, on appelle ça l'analogie. C'est que certains peuples font cette analogie entre le corps humain et le corps terrestre, où effectivement, moi je me souviens aussi d'un ami Otomi, du peuple Otomi au Mexique, qui me disait, ben voilà, la croûte terrestre, c'est comme la peau, les arbres, les forêts, c'est comme les cheveux, l'eau, c'est le sang. Donc, effectivement, que quand on raisonne de manière globale, de manière systémique, et que le vivant est un système complexe, et qu'il n'y a pas de hasard si tel lac ou telle montagne ou telle rivière ou telle forêt sont là, c'est qu'il y a une fonction. Regardons les forêts primaires. Sur la planète Terre, les trois grandes zones de forêts primaires, que ce soit en Amérique centrale avec l'Amazonie, la Mata Atlantica, la forêt équatoriale africaine et les forêts d'Asie du Sud-Est, sont, comme on dit, les trois grands poumons de la planète, parce que ce sont les régulateurs du grand climat du globe. Et les déforestations dans ces zones-là sont dramatiques, parce que c'est elles qui, quelque part, on dit les poumons, et bien il y a aussi plus de 50%, c'est aussi les océans. Donc, oui, la Terre est un organisme vivant, on a tendance à l'oublier, ce n'est pas un objet inerte. C'est la preuve, enfin, ce sont vous avez dit du bon sens, des évidences, mais l'exploitation matérialiste ultra-capitaliste les a tellement objetisés, mécanisés, qu'on a oublié que la nature était vivante et qu'on l'a utilisée comme un objet inerte. Et là, on est en train de voir le réchauffement climatique, ben oui, puisque c'est vivant, il y a une réaction. C'est la théorie aussi de Gaïa. Donc Gaïa, on a repris le terme grec, mais c'est une théorie scientifique. Voilà, Gaïa, la Terre est vivante. Et qui peut contester que la Terre n'est pas vivante? Certes, c'est pas un corps humain, mais c'est un autre organisme. Oui, c'est ça. Et nous, c'est là où on voit, il y a un effet miroir avec de l'ignorance, je trouve, en même temps, parce que nous, il faut passer par la science pour arriver à reprendre conscience que tout est interdépendant, que les écosystèmes doivent être respectés. Mais qu'est-ce que ça veut dire la science? Pour moi, les chamans Kogi sont tout aussi, voire beaucoup plus scientifiques que les scientifiques actuels en Occident. Bien sûr, la science occidentale au niveau de la technologie a été révolutionnaire et elle a des atouts incontestables, mais c'est pas l'unique science au monde. On n'a pas à avoir cet ethnocentrisme qui est vraiment cette vision héritée de l'héritage colonial en disant nous sommes supérieurs, nous avons raison, il n'y a qu'une seule vérité, la vérité de la science. Non, il y a des sciences. Et aujourd'hui, beaucoup de scientifiques sont en train de se réouvrir. Il y en a qui ne sont jamais fermés d'ailleurs, où ils constatent que les observations de beaucoup de savoirs indigènes sont vérifiées aujourd'hui par la science, alors que eux maintiennent ça depuis des siècles, voire des millénaires. Et aujourd'hui, il y a une convergence entre les connaissances traditionnelles ancestrales et la science occidentale. On est en train de faire converger les deux. Il y a Rabelais qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et ben voilà, c'est pas un retour en arrière et c'est pas de crier oh là là l'hérésie ou alors la superstition. C'est pas parce que les peuples autochtones mettent
du sens spirituel dans leur connaissance que leur connaissance n'est pas valable. Il faut séparer les deux parce que en Occident, on a séparé science et croyance, mais pour autant, c'est pas parce que ces connaissances millénaires est, est liée et reliée à une spiritualité qu'elle est fausse. Et je pense qu'il faut arrêter de séparer les choses et de respecter les connaissances et les sagesses de chaque peuple qui méritent autant de respect les unes que les autres. Bien. Et alors justement, page 69, là, il y a trois petits passages vraiment que je trouve aussi importants et j'espère que ces passages vont vous donner envie, chères auditrices et auditeurs, d'aller lire tout le livre. Donc, dans l'intention de pousser au maximum l'inversion des pratiques, nous avons décidé de construire dans la Drôme une nuée ou Nugé, un temple inspiré de la culture Kogi. Il ne s'agissait pas de copier quelque chose, mais de pouvoir recevoir nos invités en confiance dans un espace le plus proche possible de leur culture et de leur pratique des territoires. Et un peu plus loin, Éric Julien précise, la nuée serait un espace symbolique où l'on peut apprendre à connaître et à respecter la vie, considérée comme un tout constitué de parties interdépendantes. Et quelques pages plus loin encore, il précise le temple est une sorte de reflet des lois de l'univers, des lois de C, donc, qui organisent la vie. Et enfin, l'explication de Miguel Dingula, donc lui c'est un Oui, Mama Kogi, oui, c'est ça. qui dit « La nuée est un support explicatif de la vie humaine qui aide chaque membre de la communauté à cheminer en conscience. Pour nous, l'interrelation des parties qui constituent une nuée est le modèle de la vie humaine et de la vie en général, non pas dans une vision mécanique ou automatique, mais au contraire qui donne une très grande responsabilité personnelle à chaque individu dans le fonctionnement et l'équilibre de l'univers. Nous répétons toujours qu'il y a deux manières de voir les choses, qui rappellent qu'il y a toujours ambivalence et alternative, et que la finalité d'une vie humaine consiste à rechercher l'équilibre parmi la multitude de phénomènes qui se manifestent autour de soi. Chaque humain est un univers et ces univers se doivent d'être connectés entre eux sur tous les plans. C'est pourquoi une nuée est bien plus qu'une simple structure en bois, c'est un lieu d'énergie et quand les forces positives et négatives peuvent être équilibrées, les humains peuvent enfin percevoir avec clarté leur environnement et leur juste place dans cet environnement. Quand on lit un espace symbolique où l'on peut apprendre à connaître et à respecter la vie, considérée comme un tout constitué de parties interdépendantes, on se dit qu'il faudrait que l'on construise rapidement des nuées un peu Oui, partout, pas que non ? des nuées, parce que chaque culture a ce qu'on appelle ses géométries sacrées. Et cette connaissance-là, elle est présente dans toutes les cultures et dans Oui, la culture occidentale aussi, hein. On la connaît beaucoup via l'Égypte, mais les Grecs, les Romains avaient aussi une géométrie sacrée. L'art des cathédrales, c'était de la géométrie sacrée. Donc, toutes les formes ne sont pas juste des formes. Là encore, c'est pas juste des objets inertes. Toute une ligne, un dôme a une énergie. La forme peut aussi créer une énergie. On sait très bien qu'en rentrant dans une maison en forme de dôme ou dans une cathédrale ou une maison carrée, on ne sait pas pourquoi intuitivement on ressent des choses, on aime ou on n'aime pas, ça procure. C'est pas que de la beauté, on s'y sent bien ou on s'y sent moins bien. Il y a l'art du feng shui aussi qui a été développé en Extrême-Orient, mais voilà, c'est pour dire que là aussi c'est cette conscience que le territoire, certes naturel, mais aussi les constructions humaines, souvent sont non seulement symboliques, certes, mais peuvent aussi véhiculer des énergies, si elles sont harmonieuses ou pas, désharmonieuses, elles peuvent rétablir des équilibres. Et les temples, quelles que soient les cultures, les temples ont leur fonction de géométrie sacrée et de lieu où on a une énergie, on peut ressentir une énergie particulière dans ces temples. Et ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est vraiment aussi une question de mettre en forme dans l'espace, ça crée des énergies différentes.
Et ça, les Kogi et les autres peuples Mm. ont compris Je disais ça un peu avec avec oui. ils l'ont compris depuis bien longtemps. Dans toute culture, Oui, je disais ça il y un a peu. ces constructions sacrées, oui, effectivement. Ouais. Oui. Et là, ce que je trouvais intéressant, et c'est pour ça que je le disais un peu avec humour par rapport à tout ce dont on a parlé, de la situation dans laquelle, où on en est arrivé là sur la planète en ce moment, parce que un espace symbolique où l'on peut apprendre à connaître et à respecter la vie, là, avec vraiment un espace avec cette fonction-là, c'est dans ce sens que je me disais qu'il y avait un Ah peu oui, oui, urgence à créer des lieux qui nous bien aideraient sûr. à... Et non seulement créer ces lieux, mais aussi des gens pour accompagner de cette prise de conscience de ces lieux. Eh oui, Parce que si on oui, rentre sans conscience, là aussi, il faut aussi un accompagnement pédagogique, quelle que soit sa forme, pour redonner du sens et redonner des sens aussi, hein, et même de l'essence aux choses et à ce qui nous entoure. oui. Et alors, page 78, il est écrit la rivière Drôme qui s'enfonce, des animaux assoiffés, aux abois qui disparaissent, des oiseaux qui se taisent, une forêt appauvrie, des ressources en eau qui diminuent fortement. Là où nous voyons une nature préservée, le diagnostic des Kogi est sans appel. Il évoque un territoire affaibli, malade, que par méconnaissance nous ne soignons plus depuis longtemps. D'après eux, si nous continuons sur cette trajectoire, d'ici 20 ans, le manque d'eau va être critique. Et d'ici 30 ans, de grands incendies vont se déclarer, réaction de la mer-terre afin de chasser les pensées négatives des humains à l'origine de ces déséquilibres. Au fur et à mesure que l'on avance dans ce livre, les réactions et les explications des Kogi nous font prendre conscience que nous, enfin moi la réflexion que je me suis faite, c'est que nous expliquons par exemple le dérèglement climatique avec la science, enfin celle au sens où on l'entend nous. Donc on dit par exemple qu'il y a trop de gaz à effet de serre, qu'il nous faut décarboner nos sociétés. On a admis seulement très récemment qu'il y avait un réchauffement climatique et on commence à peine à reconnaître notre responsabilité dans le dérèglement du climat. Et on explique, nous, le phénomène comme avec des explications en fait qui sont beaucoup à l'extérieur de nous. Et avec ces histoires de gaz à effet de serre, de tout ça, même si on parle un peu aujourd'hui bon, que nous serions un peu responsables de ce qui se passe. Mais je veux dire, ces explications, c'est très technique, c'est à l'extérieur, pourquoi ça se réchauffe, et les courants, le Gulf Stream et tout ça. Et eux, les Kogi, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils observent et prédisent les mêmes faits, donc des incendies, des inondations, des glissements de terrain, etc. Mais ils concentrent leur diagnostic sur la véritable cause, le véritable problème à leurs yeux, notre comportement, notre manque de respect vis-à-vis Ah du ben, vivant. complètement, parce qu'ils vont à l'origine des choses et que nous, on s'est tellement détaché de la nature qu'on s'est déresponsabilisé et voilà, qu'on lui manque. On a oublié que la nature, c'est nous, qu'on en fait partie, on n'est pas au-dessus. Il n'y a pas la nature et l'humain. C'est l'humain dans la nature, parce que l'humain est aussi cette nature. Notre ADN, c'est la nature. On est constitué d'eau, des éléments. Donc, ce sont des évidences qu'on a oubliées, mais qui font pas partie de l'éducation culturelle et spirituelle de nos sociétés aujourd'hui. On s'est détaché de ça. Et donc forcément, en se détachant, on s'éloigne. Et plus on s'éloigne, plus là, en l'occurrence, notre système économique fait que, comme je le disais tout à l'heure, on va utiliser la nature comme un objet inerte. Et quelque part, il y a une forme de suicide. Ce qu'on fait à la nature, on le fait à nous-mêmes. Donc il y a une inconscience, on va droit dans le mur, et de reprendre euh, comment dire, il est absolument aujourd'hui nécessaire de se reconnecter à nous-mêmes et à cette nature pour agir en conscience. Parce que là, sinon on va aller droit dans le mur, Mm. et les Kogi ont raison, ils dénoncent le premier problème, c'est l'humain, c'est pas la nature, hein, c'est pas la nature qui déconne, c'est nous d'abord. Donc à partir du moment où nos actions Oui. sont destructeurs, et ben on va recevoir le retour du boomerang, et c'est ce qui est en train de commencer à se produire. Donc il est encore temps d'agir, mais
le temps presse et il faut absolument Le temps presse. il faut absolument agir au quotidien, exercer des pressions aussi au niveau des politiques pour que les questions écologiques et sociales puissent être la priorité et que, comme dirait un de mes collègues, on n'est pas né avec une carte bleue dans la bouche, hein. Donc, on peut vivre aussi autrement et de manière beaucoup plus heureuse et sobre, sans que ce soit la catastrophe. Donc, il faut juste. Là encore, on parlait tout à l'heure du mental. Notre mental crée une interférence entre la réalité et aussi les peurs. Parce que qu'est-ce on veut bien changer, mais on ne veut pas renoncer à certaines choses. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on fasse des compromis et de se dire qu'il y a d'autres voies possibles qui sont tout aussi épanouissantes et viables et qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, hein. Et moi, je trouve que les initiatives aujourd'hui de vie en autonomie, de produire local et de consommer local, aujourd'hui, c'est une des clés de la liberté et des solutions. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu tout le long, c'est chaque fois que les Kogi arrivent quelque part, donc ils observent, et puis quand ils commencent à livrer leur diagnostic, il y a toujours des questions où ils s'adressent aux personnes avec qui ils sont, puis ils disent « mais pourquoi vous avez fait ça ?» et à chaque fois, c'est quand il y a vraiment toute une responsabilité. Ces questions nous responsabilisent en fait par rapport à la façon et des choses sur lesquelles on se pose même pas de questions, quoi. Les barrages ou la source d'eau qui a été détournée et entourée de barbelés et de les voir tellement interloqués, ça nous pousse à réfléchir. Et par exemple, page 91, il y a « Inquiet, Mama Shibulata se tourne vers moi. Ici, le Maku, entité qui organise un espace, le Maku de l'eau est mort. Il n'est plus actif. Il ne peut plus nous donner les conseils sur l'eau. Ce site n'a plus d'énergie. Il a été complètement vidé, épuisé. Pourquoi faites-vous cela? Que vous a fait la nature? Pourquoi maltraitez-vous les choses comme ça ?» Et ça, tout le long, leur étonnement nous pousse à réfléchir, de voir à quel point, et on voit qu'ils essaient de le dire quand même assez délicatement à chaque fois, mais on voit bien qu'ils sont choqués en fait par la façon dont on traite cette nature dont en plus on s'extrait. D'autant plus qu'ils sont d'autant plus choqués évidemment que la nature pour elle est vivante. Mais c'est cette nature qui nous nourrit, qui nous soigne, qui prend soin de nous, qui nous permet de vivre. Parce que sans la nature, on ne serait même pas vivant. Donc, en gros, comme souvent il appelle la terre-mère, c'est voilà. Non seulement il y a un suicide, enfin après ça c'est moi qui le dis, il y a une forme de suicide, mais une maltraitance de la création, de ce qui nous rend vie, on peut l'appeler comme on veut, de la terre, de la mer, de la terre-mère, de la nature, qui nous permet de vivre et on la maltraite et on la détruit. Donc pour eux, c'est même pas logique. Et c'est vrai que c'est du bon sens. On se dit mais c'est étrange. C'est plus qu'étrange, c'est très choquant. Et il y a de quoi être choqué. Oui. Mais il raconte ça aussi, Éric Julien, je trouve, avec aussi, par moments, vraiment de l'humour et de l'autodérision, parce qu'il y a un passage qui m'a beaucoup amusé, là, où il raconte une histoire avec des tuteurs de tomates. Oui. Où là, il était chez eux, il leur a mis des tuteurs de tomates, et lui, on dit, mais pourquoi tu fais ça? Ben non. Il pensait apporter une connaissance, et puis en fait, ils lui ont dit, non, si on fait ça, c'est qu'on sait ce qu'on fait, quoi. Mais après, voilà, je pense que... Oui, parce qu'en fait, c'était pas des tomates comestibles. C'était pour protéger contre les moustiques, de mémoire. Hein. Je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'était ça. Oui, ils mettaient ça... Devant les maisons traditionnelles. Mais ça, c'est oui, c'était pour protéger... dans leur village Kogi, en Colombie. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils l'ont laissé faire et ils l'observaient faire ses allées et venues, aller chercher des tuteurs et réorganiser en mettant des petites pierres partout. Ah oui, parce qu'ils se sont demandé pourquoi il fait ça. Tout son travail, lui... Et on dit, bon, bah, c'est peut-être parce qu'il a peut-être quelque chose d'intéressant à nous proposer, mais quand il a dit pourquoi, là, ils se sont dit, bah non.
parce qu'ils sont à l'écoute et ils laissent faire, et c'est des gens d'expérience. Mais ils lui ont dit, écoute, maintenant, il faut que tu enlèves tout ça parce que sinon, on va avoir des moustiques. Cette nuit, ça va pas marcher. Si, à cause de tout ce qu'il avait fait, en fait, il avait détruit la vraie fonction que Ouais, ça tout à avait, fait. quoi. Bon, alors, 3-4, juste c'est moins long sur le livre suivant, parce que sinon l'interview va être très très longue. J'ai juste 3-4 questions sur dans Yanomami, l'esprit de la forêt. Et on voit bien que ça se recoupe en fait, hein. Page 36, donc, la forêt n'est pas morte, comme le pensent les Blancs. Mais s'ils la détruisent, alors oui, elle mourra. Son souffle vital s'enfuira au loin. La terre deviendra aride et friable. Les eaux disparaîtront. Les arbres se dessécheront. Tout ce qui pose en fait comme diagnostic, c'est quand même vraiment ce qu'on est en train de vivre, hein. Les pierres des montagnes s'échaufferont et se fendront. Au contraire, lorsque le souffle vital de l'esprit de la terre est toujours présent, la forêt est belle, la pluie tombe et le vent souffle. Cet esprit vit avec les Xapiripés. Ils ont été créés ensemble. C'est ainsi. La forêt n'est pas belle sans raison. C'est pourtant ce que les Blancs semblent penser. Ils se trompent. Oui, mais c'est quoi dire de plus? C'est tellement juste que c'est vrai. Là aussi, ils sont. Alors, en plus, c'est dit de manière tellement plus aussi poétique et logique aussi, parce que oui, on détruit la forêt, donc elle va mourir. Et aujourd'hui, la forêt n'est pas morte et qu'il faut absolument la préserver Mm. puisqu'elle est vivante, et c'est elle qui nous permet de vivre. Elle permet aussi à tous ces peuples autochtones qui vivent dans ces forêts de vivre. Et ce qui est complètement schizophrène, pardonnez-moi de l'expression, c'est que en détruisant ces forêts primaires, alors que toute la science occidentale le prouve, euh, si les peuples autochtones disparaissent, si les forêts primaires disparaissent, on disparaîtra avec. Donc ils sont les premiers sur la ligne de front, les lanceurs d'alerte, et à un moment donné, ça nous reviendra. Donc moi-même, hein, je partage cet étonnement, ce choc avec les peuples autochtones. Je me dis, mais pourquoi autant d'absurdité? Pourquoi autant de vanité? Parce que de toute façon, Oui, l'argent, l'or, oui. on l'emporte pas dans le cercueil, hein. Donc à un moment donné, quel égoïsme de tout détruire, de ne pas penser aux générations futures, d'amasser des gains pour des siècles et des siècles. À quoi ça va servir? Mais à rien. C'est c'est vraiment, oui, cette bêtise humaine qui est illustrée dans ces extrêmes de destruction de la nature, et enfin, personnellement, que je ne comprends pas et qui me choque autant. Oui. Moi aussi, ça me choque beaucoup. C'est pour ça que j'ai plaisir à pouvoir partager ce que tu peux nous dire de tout ça, et puis ces extraits, et puis donner envie, j'espère, à toutes celles et ceux qui nous écoutent de lire ces livres, parce qu'il y a tellement de choses importantes, et c'est tellement passionnant à lire par rapport à toutes les questions qu'on se pose actuellement. Rien que le fait que l'on adhère ou pas à ce qui est dit, il y a des choses quand même, je vois pas comment on peut pas adhérer tellement c'est du bon sens. Après, il y a des choses qui sont très loin de nous dans l'approche, dans la conception des choses, mais le fait que ça vienne bousculer la façon dont on fonctionne habituellement, déjà ça, je trouve que c'est déjà intéressant et constructif. Et donc, page 192 dans Yanomami, l'esprit de la forêt, on peut lire « Les Blancs, eux, craignent ». Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Là, c'est par rapport à la pandémie de coronavirus. Les Blancs, eux, craignent autant cette épidémie parce qu'ils ne connaissent pas la mort qu'elle apporte. Ils sont effrayés d'en mourir en si grand nombre, alors même qu'elle vient d'eux. Pourquoi ne nous effraie-t-elle pas? Parce que parce que ce qui nous fait vraiment peur aujourd'hui, ce sont les chercheurs d'or et les entreprises minières, ceux qui dévastent la terre, défrichent la forêt et empoisonnent les rivières avec la boue et le mercure, ceux qui empestent notre forêt avec la malaria qui dévore tous nos enfants. Pourquoi les Blancs ne devraient-ils pas être tant surpris par la mort de ce qu'ils nomment coronavirus? Parce que ce sont les restes de leur destruction de la forêt. C'est l'empreinte de leur chemin sur sa terre. Et ça, c'est quand même
Je pense au livre de Marie-Monique Robin et au film qui vient de sortir, La fabrique des pandémies, où elle a interviewé plus de 60 scientifiques, vraiment à plein d'endroits différents sur la planète, qui arrivent exactement au même Tout à fait. diagnostic. Donc là aussi, on voit bien comment leur sagesse à eux, aux Kogi, aux Yanomami, enfin aux deux en fait, comment ça vient recouper aujourd'hui ce que les scientifiques disent sur l'importance de préserver ces forêts et les conséquences sur nos propres vies, de ne toujours pas vouloir faire le lien, de ne pas vouloir écouter, de ne pas vouloir respecter Oui, parce que aujourd'hui, toutes ces forêts et les animaux qui y vivent, dont on dépend. complètement. Et puis, ce qui est dramatique, encore le mois dernier, ce qui se passe actuellement au Brésil, sur les territoires Yanomami, c'est absolument dramatique parce que le président Jair Bolsonaro a ouvert toutes les vannes et encourage toutes les invasions des colons sur les territoires autochtones, notamment les trafiquants de bois illégaux et les orpailleurs, les chercheurs d'or, et qui sont en train de violenter, même parfois tuer, assassiner, violer les populations locales dans des conditions absolument ignobles, horribles, en toute impunité. Donc là, pour le peuple Yanomami, c'est extrêmement grave ce qu'ils sont en train de vivre ces derniers temps parce qu'il y a une porte ouverte de toutes les invasions sur leur territoire pour les détruire et détruire la forêt. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc Bruce Albert, j'étais en contact avec lui il y a quelque temps, et vraiment, on est absolument effaré et très inquiet sur le manque d'écho médiatique aussi de ce qui se passe, et que aujourd'hui, Bolsonaro pense que comme ça se passe au fin fond de l'Amazonie, il peut encourager ces violences en toute impunité. Bien sûr, c'est pas lui directement qui les fait, mais il encourage et il ne dit rien. Et vu sa ses discours au moment de son élection, avant, pendant son élection, c'était en gros presque un encouragement à faire disparaître les terres autochtones et les peuples autochtones avec. Hein. C'est extrêmement grave. On est dans une pensée extrêmement raciste, discriminante, violente. Et je dirais même presque, s'il était autorisé, presque, enfin bon, je ne dirais pas le mot parce que, mais voilà, encore pire, ça va très très loin, c'est très grave. Oui. Donc, peut-être quelques pistes si des personnes qui nous écoutent veulent en savoir un peu plus, justement, puisque tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'écho médiatique. Bon, il y a quand même quelques sites. On Oui. parlait de Survival tout à l'heure, que j'ai interviewé là récemment. Sur leur site, on peut avoir des informations. Est-ce que tu as quelques autres pistes pour les personnes qui Oui, aimeraient alors c'est s'informer vrai un peu qu'en sur France, le sujet et peut-être oui, oui, s'engager en aussi? France, sur cette actualité-là, parce qu'en plus, Bruce Albert et David Kopenawa sont en lien direct avec Survival International et Survival France. Pour les sites francophones, des actions qui sont menées, Survival est vraiment celle qui relaie le plus et de manière historique et très bien faite les problématiques liées aux peuples autochtones dans le monde. Après, sur le dialogue avec les peuples autochtones, sur une approche plus culturelle au niveau des médias, Oui. il y a aussi un magazine pour lequel je travaille qui s'appelle la Revue Native, des peuples des racines, qui se vend sur Internet, revue native, revue-native au pluriel.com ou .fr, je ne sais plus. Voilà, donc là, il y a un dialogue avec différents représentants autochtones dans le monde sur leur vision culturelle des choses. Après, il y a aussi des associations qui aident, notamment le CCFD Solidaire, qui aide sur des projets locaux avec des peuples autochtones pour les projets de reforestation. Il y a d'autres associations. Donc après, ici aussi, moi j'insiste aussi sur le fait de ce qu'on peut faire déjà ici, c'est d'avoir une consommation responsable, de Oui. bien s'informer sur tous les produits qu'on achète, mais d'encourager la consommation de l'alimentation bio et locale, hein, d'essayer de diminuer au maximum la viande, parce que Oui. les viandes qui ne sont pas bio, la plupart sont alimentées avec des OGM, enfin avec du soja qui vient du Brésil, parce que beaucoup de soja
qui est exporté en Europe. Il y a aussi le bois, donc quand on achète du parquet, des meubles, vraiment aujourd'hui on peut avoir un peu plus d'informations sur la provenance, hein. Est-ce que c'est du bois équitable ou pas, et ça vaut pas forcément beaucoup plus cher, hein. Donc ça c'est vraiment d'être attentif, de s'informer là-dessus, effectivement de relayer tout ce qui est sur les réseaux sociaux, aussi de soutenir les associations qui, euh, qui sont en lien avec les populations locales, de s'informer et de consommer et d'agir autrement. Parce que vraiment, moi, mes amis autochtones, quand ils viennent faire une tournée en France, ils disent, voilà, informez-vous sur ce que vous consommez, parce que quand vous changerez de manière de consommer, ça poussera les industriels et les politiques à changer leur mode de production. Si on est un petit peu, ça va pas changer grand-chose, mais plus on sera nombreux et plus ça va les forcer à changer, parallèlement aux actions, aux pétitions qu'on peut signer. Donc tout est possible à son niveau, un maximum de choses, d'encourager effectivement des modes de production et de consommation qui soient beaucoup plus respectueux de la nature et des hommes et des êtres humains. Oui, voilà. Et je vous invite, si vous ne connaissez, si vous êtes tombé accidentellement sur ce podcast, vous pouvez regarder les podcasts précédents sur So Sweet Planet. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur ces sujets, attaqués par plein d'angles différents, aussi bien avec Survival qu'avec L214 pour parler des dégâts de l'élevage intensif, pour lequel justement souvent on déforeste dans l'Amazonie pour planter des champs de soja qui vont venir nourrir notre bétail d'élevage intensif. Et donc c'est une chaîne vraiment à effet très 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 toxique, dont il est urgent maintenant de sortir, et effectivement en essayant de tout du moins, si on n'est pas encore prêt à devenir complètement végétarien, mais de diminuer la consommation de viande, de l'acheter bio et local pour limiter au maximum toute cette chaîne qui est devenue vraiment mortifère maintenant. On ne le rappellera jamais assez. Dans la dernière partie de ce livre, il est question de retrouver l'esprit de l'enfant. De quoi s'agit-il ? Tout simplement, moi je vois ça aussi avec beaucoup de communautés autochtones. L'esprit de l'enfant, c'est l'esprit quelque part spontané. C'est cette spontanéité pure justement où le mental n'interfère pas. Le maître mot, c'est la joie et la spontanéité de cette relation à la vie. Quand on va parler de la communication avec la nature à un enfant, il ne sera pas choqué, il ne va pas porter de préjugés. Pour lui, ça fait partie de son monde naturel. Moi, je me souviens qu'enfant, j'ai pas attendu les bains de forêt ou le Shirin-yoku dont parlent très bien des scientifiques japonais pour embrasser et enlacer un arbre et lui parler. Voilà, quand on parle à une plante, à son animal de compagnie, son chat, son chien, ça nous semble normal. Et ben, c'est aussi une autre manière de communiquer. On peut communiquer avec tous les êtres vivants sans que ce soit de la folie ou du l'irrationnel ou d'illuminé. Voilà, dans beaucoup de communautés autochtones, les arbres ont un rôle très très important à plusieurs niveaux, parce qu'on va les respecter comme des êtres. Ce sont souvent des véhicules entre le monde visible et invisible, entre les ancêtres et les vivants. Et donc parce que aussi toutes les fonctions premières de l'arbre, hein, c'est l'arbre qui nourrit, c'est l'arbre qui protège, c'est l'arbre qui habite, qui nous abrite, pardon. Donc l'arbre a énormément de fonctions, comme disait un ami et comme dit un ami chaman Pouvi Pygmée du Gabon, avec les vents, avec les arbres, on s'échange les vents. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu entends par là? Il dit, ben oui. L'air que rejette l'arbre, nous on le respire, et ce que nous on rejette, lui il le respire aussi. Tout simplement, il parlait du dioxyde de carbone et de l'oxygène, puisque l'arbre dégage de l'oxygène qu'on respire, nous on rejette du dioxyde de carbone que l'arbre absorbe. Donc je trouvais ça, s'échanger les vents, c'est très poétique. Donc c'est dire aussi par là cette interdépendance. Il y a aussi un ami papou qui s'appelle Moudidje, qui est souvent en tournée en France et qui dit oui, dans sa communauté, il plante
ils enterrent le placenta au pied d'un arbre qui va grandir en même temps que l'enfant. Et il y aura un parallèle entre comment on prend soin de l'enfant et comment on prend soin de l'arbre, donc dans des forêts généalogiques. Et je trouve ça très bon, vraiment, de se rendre compte que oui, cette fraternité avec les arbres que partagent beaucoup de peuples, elle n'est pas anodine, elle n'est pas juste symbolique, elle est aussi vivante dans cette relation d'interdépendance avec les arbres. Donc, communiquer avec la nature par le cœur, pas forcément en parlant, chacun peut communiquer de manière différente, mais tout simplement reconnaître et respecter le vivant des animaux, des arbres, des plantes, c'est une base. Et quand on parle avec des populations autochtones sur leur rapport à la chasse, sur leur rapport à l'alimentation, je dis, ben, puisque vous les considérez comme vivants, comment vous gérez l'alimentation, justement? Ils disent, ben non, pour nous, c'est un cycle vie, mort, Mm. renaissance. Donc, pour eux, la mort est une autre vie, dans une autre dimension. Donc, pour eux, le cycle, c'est juste une histoire de cycle. Et ils remercient toujours la terre, le jardin, l'animal dont ils se nourrissent, puisque ils disent les animaux et les plantes se nourrissent aussi les uns des autres. Il y a cette interdépendance dans tout le système vivant et qui est fait de vie, mort, Oui. renaissance. Et c'est ce cycle-là qui se poursuit indéfiniment, mais toujours avec cette attitude de gratitude et de reconnaissance et de respect. Alors, avant de terminer, il y a une exposition à Lille actuellement. J'ai fait un petit article sur So Sweet Planet, mais j'ai pas vu l'exposition qui s'appelle Les Vivants au Tripostal. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce que je crois qu'il y a des liens, notamment avec Oui, oui, Bruce oui, mais Albert. je ne l'ai pas vu non plus, mais Bruce Albert en était un des commissaires d'exposition, et notamment avec des représentants des peuples Yanomami, hein, dans la poursuite de son travail qu'il a fait depuis des années avec la Fondation Cartier, et aussi avec d'autres représentants d'autres peuples du Brésil. Oui. Donc, je n'ai pas encore vu l'exposition, mais elle a l'air magnifique. Je pense que vraiment, elle reflète aussi cette volonté de partage de ces peuples avec nous. Ils ne sont pas du tout dans la rancœur, mais de dire voilà, voilà comment nous, on voit le monde, comment on voit les vivants et comment on vit avec eux. Oui. Et c'est pas juste un regard, c'est aussi un respect, une Mm. sensation et beaucoup euh, oui, de quête d'équilibre, de respect mutuel tout simplement, de reconnaissance de toute forme de vie, quelle que soit sa forme. Oui. Et alors les prochains livres de la collection, on peut en avoir quelques mots? Est-ce que ça va partir dans d'autres Euh, directions ou c'est ce même sillon Il qui va y a être d'autres choses, creusé? donc il y en a un qui va dans la même direction et l'autre qui va se trouver ici. Donc les deux prochains, donc c'est à l'automne, c'est Guayamin, le Mémoire d'une femme Jivaro. Oui. Donc là, c'est l'autobiographie d'une femme du peuple Jivaro au Pérou qui raconte toute l'histoire depuis sa naissance jusqu'à Mhm. son décès, malheureusement, parce qu'elle est décédée depuis, mais ça a été écrit par Hélène Coulang, une de ses amies de longue date, où ça permet d'avoir un récit d'une femme qui a dû non seulement se battre pour sa communauté, mais aussi se battre aussi en tant que femme pour ses droits, pour le respect. Et c'est vraiment passionnant ce récit parce Ah oui. que ça nous permet de comprendre toute l'histoire de l'invasion de la forêt amazonienne par les colons et tout ce que la modernité est venue apporter. Euh, Pas beaucoup de bon, un peu de bon, mais pas beaucoup. Et comment aujourd'hui tout ce récit de destruction, notamment par la destruction de la forêt, l'arrivée des évangélistes aussi, l'arrivée des routes, hein, l'arrivée aussi de l'école, comment ça a pu avoir du bon mais aussi du moins bon, les discriminations et comment tout le récit de son combat pour son peuple, mais aussi en tant que femme. Et il y a beaucoup de choses qui universellement peuvent se reconnaître parce que ce sont pas des histoires exotiques, ce ne sont pas des histoires qui sont si éloignées de nous, parce qu'il y a vraiment
des liens qui nous relient à eux par nos modes de consommation, mais aussi par le modèle dominant qu'on leur impose de la culture occidentale, mais aussi des combats de femmes qu'on peut aussi vivre ici, parfois de maltraitance. Et je pense vraiment que c'est un livre qui mérite d'être lu parce que c'est un très beau récit, très sensible, et tous les témoignages, tout son témoignage sur cette connexion à la nature, magnifique, poétique, c'est un livre superbe. Le deuxième livre... Donc, moi, je n'ai pas encore lu, mais c'est mon collègue Stéphane Durand qui l'a suivi, ou qui, là, se passe en France, où c'est Clara Breteau qui suit, qui voyage en France avec tous ces lieux alternatifs, ou d'autres manières de vivre avec la nature et de vivre ensemble. Et là, voilà, c'est comment aussi, ici aussi, on peut vivre autrement avec la nature et avec les vivants. Très bien. Sabah Rahmani, vraiment, c'était un plaisir de t'écouter, d'échanger, d'approfondir ces 2 livres. Alors, je rappelle les titres. Donc, Kogi, le chemin des pierres qui parlent, dialogues entre chamans et scientifiques, avec une préface. On n'a pas parlé des préfaces de Pierre Richard. Oui, l'acteur Pierre Richard, qui est très sensible à la cause des peuples autochtones depuis plusieurs années, oui. Et oui, et j'ai été très étonnée de cette préface, que je ne connaissais pas cet aspect de sa personnalité, et c'est vraiment très, très touchant, j'ai trouvé parce qu'il a rencontré les Kogi, de son rapport en fait. Il a rencontré les Kogi au cours d'une tournée française et ça l'a beaucoup touché, donc Éric Julien lui a demandé une préface justement pour qu'il témoigne de cette rencontre avec eux et de ce que ça lui a inspiré lui en tant que citoyen français. Alors, le livre d'Éric Julien, Kogi, le chemin des pierres qui parlent, dialogues entre chamans et scientifiques. Donc, c'est la collection Voix de la Terre, édition Actes Sud, et le deuxième livre de Bruce Albert et David Kopenawa, Yanomami, l'esprit de la forêt, avec une préface là d'Emmanuel Kossia. Philosophe, oui. Là aussi, collection Voix de la Terre aux éditions Actes Sud. Comme d'habitude, chères auditrices et auditeurs, je vais vous mettre les liens pour accéder directement, pour acquérir ces livres sur la page des librairies indépendantes, du site des librairies indépendantes. Voilà, et je vous mettrai aussi les liens des différentes choses dont on a parlé, Survival International, la revue native, le podcast aussi vers Survival, et le lien vers le podcast, et puis on va continuer à suivre cette très belle collection. Merci beaucoup Anne, merci à tous, merci pour l'écoute. Bonne continuation, et puis peut-être à une prochaine fois pour parler des prochains ouvrages qui ont l'air tout aussi passionnants. Merci pour tes questions très pertinentes. Merci. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet sosweetplanet.com, et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 € par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de So Sweet Planet, sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien, et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.